Bon, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je vais passer la soirée à répondre à vos questions en lien avec les écrans. Donc, je peux faire ça rapidement. J'imagine que vous me connaissez si vous êtes sur ma page. Donc, Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale. Puis, j'interviens en matière de numérique depuis 9 ans. Je donne de la formation dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation. Pour la santé publique, je fais plusieurs présentations dans les universités également, au département de faculté de médecine, faculté de la psychoéducation et de l'éducation, notamment en matière de prévention du numérique chez les jeunes. Alors, bienvenue, c'est votre première fois sur ma page. Alors, ça me fait plaisir d'être là ce soir pour répondre à vos questions. Alors, je vais aller de ce pas ouvrir la zone de chat. Ici, est-ce qu'on est là? Je vais m'assurer d'abord que tout le monde peut écrire à tout le monde. Et voilà. Bonsoir. Sur Zoom, pouvez-vous me dire si tout se passe bien? Allô, Marie-Josée! Fait que t'es là, les bugs virtuels. Oui, je me spécialise en prévention du numérique, pas en gestion des appareils numériques. Bonne nuance. Ça fonctionne génial. Alors, bonsoir, bonsoir. Merci tout le monde d'être là. Donc, c'est le fun, on est nombreux on est et sur Facebook et sur Zoom en même temps. Alors, ben, sans plus tarder, ben, je vais être avec vous pendant environ 1 heure pour répondre à vos questions. Je suis dans un décor inhabituel, comme vous pouvez le voir. Vous êtes habitué de voir mon bureau de travail à la clinique. Je suis présentement à Mont-Laurier. Vous me retrouvez dans ma chambre d'hôtel. Je donne deux conférences, en fait, au Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides sur mon approche base. Je donnais une formation cet après-midi. J'en redonne une demain matin. Alors, vous me retrouvez dans ma chambre d'hôtel. Alors, allons-y, sans plus tarder. Bien, vous pouvez commencer à déposer vos questions. Comment je peux vous aider? Quel âge ont vos enfants d'abord? Vous êtes ici pour des tout petits, pour des enfants, pour des ados ou peut-être pour vous-même? OK, 14, 7, 9, 12. Tiens, on tient sur Facebook aussi, hein, vous pouvez, je prends les deux plateformes en même temps. Donc, bonsoir. C'est 16, 15, 12, 9 ans. OK, sur Facebook, on me dit 10 ans. 10 ans, 9 ans. OK, donc on a tous les âges, enfants, ados. J'ai pas vu tant de tout petits. OK. Puis, pourquoi vous êtes ici ce soir? Est-ce que vous voulez zioter un peu les questions des autres pour vous inspirer, pour vous en apprendre davantage, ou est-ce que vous êtes là pour me poser une question directement? OK, je vais aller lire ceci. Alors, 14 ans. OK. OK, bien, je vais peut-être commencer en faisant un rappel des recommandations en matière de numérique, d'exposition aux écrans chez les jeunes. Donc là, ce soir, je vais parler des écrans de loisirs. Je ne vais pas parler des écrans de travail. Puis toutes les formes d'écran n'ont pas les mêmes impacts là, sur le fonctionnement et sur notre bien-être. Donc ce soir, je parle des écrans de loisirs. Par écran de loisirs, ce dont je parle, c'est tout ce qui touche les réseaux sociaux. Donc TikTok, Instagram, Snapchat, BeReal, Discord, Twitch, nommez-les. Facebook, les jeunes sont moins là-dessus, par exemple. Je retrouve les parents là, sur Facebook, mais nos jeunes sont moins là-dessus. Donc, toutes les plateformes pour créer, diffuser, partager du contenu, ça en fait partie. Dans les écrans de loisirs, on va inclure aussi YouTube, les plateformes de streaming. Donc, Netflix, Crave, Disney, nommez-les, là, toutes plateformes de streaming. On va retrouver aussi les jeux vidéo, qu'ils soient sur console, en ligne, hors ligne, sur vos téléphones, peu importe sur la plateforme sur laquelle il est joué. Là, tant que c'est un jeu vidéo, ben, c'est de ça que je vais parler ce soir. On parle aussi de toutes les applications ludiques qu'on peut télécharger dans nos téléphones, les Tetris, Candy Crush, Ninja Fruit, tous ces petits jeux-là pour distraire, passer le temps, s'amuser, ça en fait partie. Toutes les plateformes aussi, les forums en ligne sur lesquels on peut aller s'amuser, regarder des vidéos, toutes les vidéos en défilement continu, là, que ce soit des stories, des reels, tout ce qui permet de faire des filtres, de jouer avec des memes, je ne sais pas comment il faut le dire, il faut le prononcer, des GIFs, tout ça, ça en fait partie. OK? Donc, c'est de ça que je vais parler ce soir. Donc, je vais répondre à vos questions par rapport à ça. Puis, les recommandations vont comme suit. Pour le 0-2 ans, c'est zéro écran de loisir. Donc, même si on le sait, là, que c'est aucun écran de loisir, on le sait quand même que nos jeunes sont exposés dès le très, très jeune âge. Mais au mieux, ce ne serait pas d'écran du tout parce qu'il n'y aurait aucun bénéfice pour un bébé de 0 à 2 ans et voire même il y aurait beaucoup plus d'impact d'ailleurs.
2-5 ans, c'est 1 heure au maximum d'écran de loisirs par jour, toujours supervisé d'un adulte, du contenu adapté à l'âge, au niveau de développement. Et ça ne remplace pas les jouets traditionnels, ça ne remplace surtout pas le parent ou un adulte, une figure d'attachement qui va passer du temps, ça ne remplace pas les relations hors ligne, ça ne remplace pas la socialisation hors ligne. Donc ça, c'est très, très important. De 6 à 17 ans maintenant, c'est 2 heures au maximum d'écran de loisirs par jour. Je sais, ça va très, 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 très vite. OK? Pour le 18 ans et plus, au bout de votre vie, 3 heures au maximum d'écran de loisirs par jour. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit et qu'on a un cerveau qui a atteint sa maturité que pour autant, on peut écouter le nombre d'écrans qu'on veut sans qu'il y ait possiblement d'impacts qui sont associés. Donc, on le sait déjà que la majorité des jeunes sont surexposés aux écrans de loisirs. Juste les adolescents, par exemple, on sait qu'en moyenne, les ados passent 7h30 par jour sur un écran. Puis là-dessus, il y a 3,8 heures qui est réservé aux écrans de loisirs. On sait qu'un ado sur 5 passe en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc déjà, c'est le double de la recommandation. Donc moi, ici, ce soir, je suis là pour vous aider à ce que vous ayez le maximum de fun sur vos écrans avec le minimum d'impact possible. Surtout, vous aider à mettre en place un plan d'une structure à la maison qui va aller protéger le cerveau de l'enfant. C'est vraiment mon intention ce soir, protéger le cerveau de l'enfant tout en ayant accès aux écrans parce que les écrans peuvent avoir des avantages certainement. Ils sont le fun, ils sont ludiques, on peut apprendre, socialiser, consulter du contenu. Ça peut être vraiment le fun et utile. Mais ceci dit, en trop grande quantité, du contenu inapproprié, une durée exagérée peut avoir certainement des impacts sur le fonctionnement, le développement du cerveau, le bien-être et le fonctionnement du jeune. Alors, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, on part ça. Donc, une première question qui était de Al Arabia Lugatti qui disait quel est le temps conseillé par jour pour, on vient de parler. Quel est le temps conseillé par jour pour un ado de 14 ans au cours de la semaine et de la fin de semaine? Donc, merci pour cette nuance-là. La durée reste la même, la semaine et la fin de semaine. Donc, à 14 ans, c'est 2 heures au maximum par jour. Et ce n'est pas cumulatif dans le sens où si l'ado ne s'expose pas du tout la semaine, n'a pas du tout d'écran de loisir, la fin de semaine, mais ce n'est pas plus recommandé de passer 6 heures par jour parce qu'il n'y en a pas eu la semaine. Donc, on sait que ça va avoir des impacts, que le temps va s'accumuler. Donc, à tous les jours, le compteur retombe à zéro. Puis, c'est 2 heures au maximum par jour. Puis là, on parle de semaine, fin de semaine, été, hiver, vacances ou pas. Donc, on sait qu'il y a des contextes dans lesquels il va y avoir plus d'exposition aux écrans, mais ça reste que le cerveau, lui, c'est 2 heures au maximum par jour pour protéger sa santé, son développement. Puis, il ne sait pas, lui, si on est en vacances ou pas, si c'est Noël, si c'est Pâques, si c'est la relâche ou si c'est la semaine avec des journées d'école. Donc, voilà, merci pour la question, à l'Arabia. OK, OK, donc je vais dans Zoom. Allons-y. OK, les questions défilent. OK, je vais remonter un petit peu en haut. C'est d'y aller par ordre de priorité. OK, Dani qui dit, j'ai pas de questions spécifiques, mais je vais entendre ce qu'il dit. Merci d'être là. OK, j'ai une question de Joanie. Comment arrêter d'être la police de l'utilisation des écrans? Comment rendre les ados plus autonomes dans leur utilisation? Exemple, si on autorise 1h30 de temps d'écran, comment amener l'enfant à respecter ce temps-là et des exemples de conséquences sinon respectées? OK. Donc, c'est un ado, hein? On dit? OK, un ado. Donc, déjà, il faut savoir que les enfants comme adolescents sont très, très vulnérables à, on va dire l'addiction, mais à avoir de la difficulté à se réguler sur le temps d'écran parce qu'ils n'ont pas les structures la structure cérébrale, les structures cérébraux disponibles et assez matures pour venir réguler justement, puis s'auto-réguler en matière d'écran. Les écrans vont solliciter énormément le système dopaminergique, donc le système de récompense du corps. On va parler de dopamine. Alors, si vous me suivez, vous savez que je parle souvent de la dopamine. Dopamine, vous avez déjà entendu ça, prendre de la dope, parce que c'est prendre de la drogue. La dopamine est associée à la drogue parce que ça active la boucle de récompense. Donc, comment ça fonctionne? Très brièvement, je vais vous expliquer ça pour qu'on comprenne après pourquoi c'est si difficile pour les jeunes de se réguler sur les écrans. Donc, la dopamine, elle est libérée en fonction de l'action qui va amener une récompense. Donc, le cerveau va associer, je fais une action et voici le type de récompense qui vient avec. Selon ce qu'on va consommer, ce qu'on va faire, l'action qu'on va poser, que ce soit bon ou moins bon pour nous, là, le cerveau ne fait pas de distinction, ça va élever face à notre seuil de base de dopamine. Donc, on a un seuil qu'on appelle 0, le seuil 0. Et le corps, mais selon ce qu'on va prendre, mettons, on mange du chocolat, ça va s'élever à une fois par rapport au seuil de base. Donc, mettons, ça lève à 1.
Puis après ça, une fois que ça l'a élevé, le corps, il veut ramener l'homéostasie, donc l'équilibre, donc il va redescendre plus bas que le niveau zéro. Puis après ça, bien, il va remonter. OK? Donc, si je consomme du chocolat, je mange un bout de chocolat, oups, ça élève mon seuil de dopamine. Donc là, le corps a associé manger du chocolat à la récompense qui vient avec. Bien, oups, le petit pic de dopamine est le fun. OK, bien, ça va conduire à vouloir répéter l'action qui vient de me générer une récompense. Et au fil du temps, bien, qu'on fait l'action, bien, le corps, il va savoir d'abord la récompense qui vient avec, puis il va associer un type de comportement à une récompense, puis il va avoir ensuite envie de faire ces comportements-là pour avoir accès à la récompense. Donc, la première fois qu'on mange du chocolat, il faut voir le chocolat pour dire, ben, j'ai envie de le manger. Mais éventuellement, quand l'association, elle est faite, on n'a même pas besoin de voir le bout de chocolat pour avoir envie d'en manger un, puis pour avoir l'énergie, la drive de se lever, aller au dépanneur, s'acheter une palette de chocolat. OK? Donc, la dopamine, elle est libérée durant l'action qui procure la récompense, mais également en prévision de la récompense pour me dire, allez, vas-y, fais cette action-là, ça va être le fun pour notre cerveau. OK? Mais après ça, le cerveau ne distingue pas, lui, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi. Donc, il y a de la dopamine, elle est libérée au quotidien. Là. Quand vous faites de l'activité physique, il y a de la dopamine qui est libérée. Notamment si vous aimez le sport que vous faites, que vous en avez déjà retiré des bienfaits, comme par exemple, moi, je fais de la course, puis au départ, c'était vraiment pas le fun de faire la course. Je trouvais ça difficile, je trouvais ça long. Donc, je n'étais pas motivée là, à aller faire l'action parce que je n'avais pas eu encore l'association entre la course et la récompense que j'ai, qui est maintenant tous les bienfaits que j'en retire. Donc, c'est à force de le faire que là, bien, ça développe l'envie de le faire. OK? Donc, le corps, il va libérer de la dopamine pour nous pousser à faire l'action. Donc, autant que ce soit, on a associé que quand on joue aux jeux vidéo, bien, oups, le seuil de dopamine s'élève beaucoup, beaucoup plus par rapport au seuil de base. OK? La drogue, elle, c'est beaucoup plus haut que ça. Là. Donc, on va parler de la cocaïne, mais ça va s'élever à 9 fois par rapport à notre seuil de base. Donc, c'est extrêmement beaucoup, mais surtout, ce qui rend une substance ou euh, quelque chose addictif, c'est pas seulement le niveau de dopamine qui va être libéré, mais c'est la vitesse à laquelle c'est libéré, la fréquence à laquelle c'est libéré pendant l'action. Donc, la caféine, par exemple, c'est libéré extrêmement rapidement, ça élève vraiment vite. Donc, ça va augmenter vraiment les probabilités de développer une dépendance. Avec tous les écrans, que ce soit les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les applications ludiques, ils sont développés, ils ont été développés par des gens qui connaissent très, très bien le fonctionnement du cerveau puis le système dopaminergique. Puis ils savent vraiment bien comment faire en sorte que toutes les actions qu'on pose en ligne font en sorte qu'on a la micro-libération tout le temps de la dopamine. Donc, d'abord, ça élève vite. Dès qu'on est sur notre appareil, on a une libération de la dopamine qui est assez élevée. Puis en plus, on en a à mesure qu'on est dessus. À chaque fois qu'on a une notification, qu'on voit une nouvelle vidéo qui recommence, qu'on a un son, un ding de quelque chose qui rentre, donc une publicité qui arrive. Donc, tout ça va venir stimuler le système dopaminergique, puis générer des récompenses dans le cerveau. Après ça, on n'est pas devant notre écran et être constamment comme Oh my God, c'est extraordinaire ce qui se passe. Là. Juste, c'est la réaction dans notre corps, dans notre cerveau. Okay? Donc, il faut savoir que bien, ce système dopaminergique-là, il va vraiment influencer nos comportements au quotidien. Et ceci dit, l'adolescent, principalement, il est extrêmement vulnérable à toute forme de choses qui va libérer de la dopamine de façon élevée parce qu'il n'a pas la structure cérébrale pour venir réguler cette tentation-là d'aller vers ce qui procure une grande dopamine. Il n'a pas la capacité à se réguler au niveau de l'impulsivité. Donc, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de drive pour y aller, mais il n'y a pas beaucoup de frein pour se dire que là, ce n'est pas raisonnable. Le frein, c'est vous, c'est le parent. Donc, c'est vraiment important d'assurer un cadre à l'adolescent. Puis autant l'enfant que l'adolescent, il n'est pas autonome dans sa gestion des écrans et par définition même du cerveau de l'adolescent, il ne peut pas l'être. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un adolescent soit raisonnable sur ses écrans, puis qu'il se dise, ben moi, c'est tant de temps par jour avec tel type de contenu, et mes parents m'autorisent ça de telle façon, je vais le faire, que mes parents soient là ou pas, qu'ils surveillent ou pas ce que je fais, je sais maintenant que c'est ça qui est bon pour mon cerveau, donc je vais le faire de telle façon. Ça, là, c'est un cerveau d'adulte qui se régule extrêmement bien, qui pourrait possiblement faire ça. Et encore, la majorité des adultes s'exposent beaucoup trop aux écrans parce que le système de récompense est extrêmement fort. Donc, ça drive nos
comportement, ça fait en régulière, puis on va dessus même de façon automatique. Donc, le cerveau, quand il a fait des associations entre j'utilise tel type d'appareil, par exemple, ou telle application, bien, voici la récompense. Non seulement ça procure instantanément du plaisir sans délai ni effort, mais en plus, les écrans, ce qui les rend encore plus addictifs, c'est que ça l'évite, ça fait éviter les malaises. Donc, la dopamine, ça, elle adore ça. La dopamine est à la recherche, en fait, de tout ce qui nous procure du plaisir, puis elle nous drive pour aller chercher du plaisir, ce qu'on va appeler, nous, la motivation. La motivation, c'est ça, c'est cette drive-là à aller poser un geste, faire un comportement qui va amener la récompense. Il n'y a personne qui est motivé à faire quelque chose pour lequel il n'y a jamais eu la récompense qui venait avec. Donc, vous ne serez pas motivé à aller au gym si vous n'avez jamais eu les bienfaits d'aller au gym. Donc, vous ne serez pas motivé à faire une action que vous n'avez jamais faite. Vous devez le faire, puis goûter à la récompense pour avoir ensuite envie de le faire. Donc, la dopamine permet ça, mais elle est aussi très, très impliquée dans l'évitement de la douleur. Donc, ce qui est problématique avec les écrans, surtout, puis avec toute forme d'addiction, mais là, on va rester concentré sur les écrans, c'est que le cerveau fait des associations, des fois, qui sont pas tellement justes et pas bonnes pour nous, mais il les fait quand même. Donc, par exemple, je suis stressée, je suis anxieuse, je suis en train de faire des devoirs, je me sens pas bien. Puis là, tout à coup, mon ami m'écrit, je reçois une notification, je prends mon téléphone, je m'en vais dedans, puis automatiquement, bien, j'ai une libération de dopamine. Donc, j'ai accès à du plaisir sans délai ni effort instantanément. Puis en plus, ça vient masquer mon anxiété. Donc, temporairement, hein, ce n'est pas une stratégie qui va durer dans le temps. Mais donc, instantanément, le cerveau, il a compris que quand tu ne te sens pas bien, puis que tu attrapes ton téléphone, puis que tu vas répondre à ton ami, tu te sens automatiquement mieux. Donc, après ça, le cerveau, comme il fait l'association, quand tu te sens mal, tu as le réflexe d'aller dans ton téléphone. C'est pas conscient, c'est pas comme ah, je me sens mal, donc maintenant je vais aller me réguler dans mon téléphone. Ça n'a rien à voir. Là. C'est vraiment, c'est impulsif, c'est instinctif, c'est inconscient. Donc, il y a un paquet de comportements comme ça qu'on va faire au quotidien, qui vont devenir des habitudes qu'on ne se rend pas compte. Juste l'adulte va utiliser son appareil intelligent en moyenne 150 fois par jour. On s'entend que ce n'est pas parce qu'on en a besoin. Là. Hein, regardez autour de vous, l'adulte qui rentre dans l'ascenseur, automatiquement, il sort son cellulaire. Dès qu'on est en position d'attente, dans l'autobus, dans le transport en commun, dans une file d'attente, vous êtes en commande à l'auto, au McDo, dès que vous attendez, vous sortez votre téléphone. Donc, c'est qu'on a associé le je m'ennuie à je sors mon téléphone, tout à coup, je suis distrait, je ne ressens plus mon ennui, mais le cerveau, il aime ça. Donc, après ça, ben, dès que tu n'as rien à faire, tu sors ton sel. Donc, ça, comme adulte, c'est dur à gérer. Donc, je reviens à la structure de l'enfant, de l'adolescent. L'adolescent, lui, il a seulement développé 80 de son cerveau. Puis le 20 restant, c'est le lobe frontal. C'est le lobe frontal qui vient réguler, en fait, les impulsions. C'est lui qui vient aider à gérer les émotions, qui vient aussi être raisonnable, prendre des bonnes décisions, faire des bons choix, analyser l'impact de nos comportements. Donc, ne serait-ce que par la nature du cerveau de l'ado, il n'est pas raisonnable en matière des écrans. Donc, sachant qu'on leur donne accès à un appareil qui va venir vraiment stimuler le système dopaminergique, bien, il faut mettre en place des mesures qui vont le protéger des abus des écrans, puis de développer des formes d'addiction aux écrans. Parce que par lui-même, ce n'est pas une question d'avoir des bonnes interventions ou pas. Ça ne correspond pas, ces attentes-là ne correspondent pas au développement du cerveau de l'ado. Donc, ce qui est suggéré à faire auprès des parents d'ados, d'abord, c'est d'en parler, d'éduquer les jeunes. Ça, c'est la première des choses. Parce que si, minimum, tu n'as jamais, tu sais, ce qui va nous motiver à bien gérer nos écrans, mettons, là, pour avoir notre max de fun, mais notre minimum d'impact, mais oui, ça serait d'en faire un bon usage, mais ça ne nous motive pas. On est bien plus attiré par la récompense. Mais ce qui peut nous aider à gérer nos impulsions, c'est d'avoir une très bonne compréhension des impacts du cerveau. Mais ça ne suffit pas, ça. Mais ça reste que ça peut quand même être un facteur de protection. Donc, d'abord, d'éduquer nos jeunes, leur parler des écrans de façon qui n'est pas moralisateur. Ça veut dire que 80 du temps, on devrait parler des écrans avec nos jeunes sans les chicaner sur ce qu'ils font des écrans. Parce que sinon, on brûle le sujet. Si 80 du temps, quand on leur parle des écrans, c'est pour dire ferme ton sel, lâche ça, va pas là-dessus, c'est plus le temps de faire ça. Je t'avais dit de lâcher ton appareil, je t'ai écœuré tout le temps à gérer tes écrans, tu es tout le temps dessus, tu te caches pour les utiliser. Si 80 du temps, c'est ça, puis 20 du temps, on essaie de les éduquer sur les écrans, mais juste d'ouvrir ce sujet-là, ça l'éveille leur mécanisme de défense, puis sont en opposition, sont en résistance. Donc, ça, d'abord, il faut leur balancer. Ça veut dire qu'il faut recommencer à parler des écrans sans être constamment en train de leur dire quoi faire. Puis là je réponds de façon globale. Là,
pour vous, madame, je dis pas que vous faites ça, à la maison, juste que c'est comme ça dans tellement de familles, ça fait 19 ans que je fais ce travail-là, ça s'améliore pas d'année en année parce que les écrans sont partout. C'est dur à gérer, là, autant pour les adultes que les enfants. Donc, c'est d'éduquer. Ça se peut que vous ne soyez pas la meilleure personne pour éduquer, dans le sens où ça se peut que, oui, vos conseils, là, vous allez leur dire exactement la même chose que je vous dis, puis ils ne vous écouteront pas. Moi, je vais aller leur faire une conférence dans leur école, puis moi, ils vont m'écouter. Parce que je ne suis pas le parent, parce qu'ils ne sont pas menacés par moi, parce que c'est la première fois que je leur en parle, parce que l'aspect de la nouveauté, je leur raconte un paquet d'histoires, j'essaie de rendre ça ludique, le fun. Donc, juste cet aspect-là de nouveauté, autre personne, ça rend l'ouverture des fois plus grande. Donc, ça serait de voir, est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir? Moi, j'ai mes sœurs, par exemple, mais quand j'ai des choses à enseigner à mes enfants puis qu'il y a plus de résistance, bien, des fois, je vais appeler ma sœur Mélanie, on habite tout près, puis je vais lui dire: Hey, peux-tu parler de ça à Mégane ou à Jade? Est-ce que tu lui glisserais un mot là-dessus? Des fois, il y a beaucoup plus d'ouverture quand c'est pas le parent directement. Mais à la maison, ce qui est important, c'est d'encadrer, oui, le temps d'écran. Donc, on peut mettre des contrôles parentaux qui vont permettre que certaines applications se ferment à une certaine heure. Le contrôle du Wi-Fi qui va permettre de fermer le Wi-Fi à une heure précise dans la maison. Mais il faut faire bien attention parce qu'il y a des ados qui m'ont dit que, mettons que le Wi-Fi se ferme à 21 heures, bien, à minuit, il s'ouvre, il se re-rend disponible, là. Je ne sais pas comment dire exactement. Puis donc, il y a des ados qui se mettent une alarme pour minuit se réveiller puis retourner voir tout ce qu'ils ont manqué. Donc, ça coupe leur nuit de sommeil, là. C'est vraiment pas bon pour le fonctionnement. Donc, il y a les contrôles parentaux d'abord à mettre en place, l'éducation, mais surtout, il y a des stratégies qu'on peut s'aider, en fait, de, à quel lieu dans la maison, en fait, on a le droit d'utiliser les écrans? Dans quel lieu? Pour enfants et adolescents, c'est suggérer des recommandations d'experts, c'est supprimer les écrans des chambres à coucher. Il ne devrait pas avoir de jeux vidéo, d'ordinateur, de télévision dans les chambres à coucher. Parce que, bien, comme on n'est pas là, on ne peut pas surveiller, on ne le sait pas, le temps qui passe dessus. On ne veut pas être constamment en train d'ouvrir leur porte de chambre, savoir s'ils sont en train d'être sur leur écran. Mais c'est moins ils ont de surveillance, plus ils ont de probabilité, en fait, d'exagérer, d'aller dessus et d'aller vers du contenu qui est interdit et qui est même néfaste pour eux. Ça peut avoir des conséquences. Donc, les utiliser dans les aires communes, première des choses. Mais ça demande que nous, on fasse pareil. Donc, des fois, d'être le modèle, c'est dur parce que nous, on veut les utiliser dans nos chambres à coucher, mais c'est pas meilleur pour nous d'ailleurs, là. Mais donc, de ramener ça dans les espaces communs avec des règles pour toute la famille, pas juste pour les jeunes, des règles qui protègent le cerveau de tout le monde. Avoir des moments dédiés sans écran. Donc, les moments en famille, les activités en famille sont sans écran. Les moments de repas sont sans écran et la routine de dodo 1 heure avant d'aller au lit, sans écran. Donc, quand c'est pour tout le monde dans la maison, on maintient cette règle-là de façon constante et rigoureuse, bien, il y a beaucoup moins d'obstination donc, à ces moments-là. Donc, là, je vais voir c'est quoi les recommandations de base, là, de qu'est-ce qu'on peut faire de base pour en discuter, en fait. Ouvrir la discussion. Si vous êtes tanné de vous chicaner avec votre enfant, autant si je vous recevais dans mon bureau, là, la première chose, je vous demanderais d'avoir comme conversation, ou je suggérerais d'avoir comme conversation avec votre enfant, c'est de dire, toi aussi, tu dois être tanné que je joue à la police des écrans. Parce que moi, je suis tannée. Donc, j'imagine pas pour toi. Moi, je suis tout le temps là en train de te dire quoi faire, de regarder qu'est-ce que tu fais. Ça doit te taper ses nerfs, toi, avec. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, de quoi tu aurais besoin? Comment on peut trouver un terrain d'entente pour que les règles qu'on met en place dans la maison, qui sont mises en place pour protéger ton cerveau, qu'on arrive à les respecter sans qu'on soit toujours en train de négocier puis se chicaner. Parce que c'est pas le fun pour moi, c'est pas le fun pour toi, ça mine l'ambiance dans la maison, puis ça fait en sorte que bien, juste voir ton téléphone, ça me fâche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais chose certaine, il faut que ce soit clair pour votre ado que c'est vous qui fixez les règles. Une trop grande erreur que je vois vraiment souvent, c'est que dans les discussions, on demande aux jeunes, toi, comment tu veux les utiliser, tes écrans? Puis après, il dit, ben moi, 4 heures par jour, ça m'irait. Ben non, voyons, c'est bien trop 4 heures. Donc, il propose quelque chose, mais on invalide après. Donc, c'est le parent qui décide les règles de base. Puis après, on peut discuter ensemble de comment ça va se passer. Puis il y a un outil qui est disponible sur le site Pose ton écran qui s'appelle le contrat parent-ado pour l'utilisation du cellulaire. C'est un contrat formel, là, que les deux parents vont signer, ou un des deux parents va signer, que l'ado va signer. Ça explique vraiment là, tout ce à quoi on s'engage ensemble pour l'usage du cellulaire, puis quelles seront les conséquences aussi qui vont être mises en place s'il y a un non-respect des règles. Donc, encore une fois, dans les erreurs que je vois fréquemment,
c'est que le jeune, il n'est même pas tant au courant des règles dans la maison. Il sait qu'on lui dit qu'il en utilise trop, il sait que ses parents n'aiment pas toujours ce qu'ils regardent, il pense que les parents sont juste dépassés aussi, mais ils ne savent pas exactement les règles. Pour nous, on est comme Christy devrait le savoir parce que j'arrête pas de les répéter, mais des fois, peut-être quand on est fatigué, on en laisse un peu plus. Quand nous-mêmes, des fois, on a oublié d'être sur nos écrans, donc on l'autorise parce que nous aussi, on est sur nos écrans. Donc, quand on devient très flexible dans les règles, puis inconstant, incohérent, ben, le jeune, il ne comprend pas c'est quoi les règles claires. Puis, plus il y a d'ambiguïté, plus c'est incohérent, inconstant, plus il va y avoir de négociations et plus il va y avoir de police des écrans dans la maison, ça, c'est certain. Donc, c'est ça, je vais conclure sur cette réponse-là, passer à la prochaine question. Mais certainement, ce n'est pas une attente réaliste qu'un jeune s'autorégule sur ses écrans. Il va avoir besoin de l'encadrement du parent. Puis surtout, une raison pour laquelle il faut absolument le faire, c'est qu'on sait que les habitudes de vie qui sont prises à l'adolescence vont non seulement comme se cristalliser, mais se renforcer à l'âge adulte. Donc, si notre ado fait déjà 5, 6, 7 heures par jour sur les écrans, on peut s'attendre à ce que ce soit plus que ça à l'âge adulte. Puis certainement, ça va avoir des impacts sur son fonctionnement. Donc, oui, ça demande du temps, des efforts, mais c'est vraiment pour protéger la santé du cerveau. Donc, ça prend ces efforts-là. Puis si ça devient vraiment un calvaire dans votre maison, il y a des lignes aussi pour vous aider. La ligne parent qui est disponible, euh, une ligne jeu aide et référence aussi qui peut être utile. Si c'est vraiment difficile dans votre maison, puis qu'il y a des problématiques, un bris de fonctionnement ou des conflits importants, 811 option 2. Donc, il y a le Grand Chemin qui est là aussi pour vous aider. Donc, il y a le site Pause ton écran, il y a la Fondation Ciel. Donc, évidemment, vous pouvez aller consulter. Vous pouvez consulter à ma clinique également. J'ai mes collègues qui sont là, qui accompagnent en matière de prévention du numérique et de l'intervention. Mais de base, c'est redéfinir les règles familiales autour des écrans, faire cette job-là de parent en premier, ensuite le présenter, l'exposer aux jeunes en ouvrant la discussion, puis rebalancer, avoir des discussions ouvertes, non moralisatrices. On s'intéresse à ce que notre jeune fait sur les écrans pour avoir le max de fun puis le moins d'impact que possible. Donc, j'espère que ça répond à cette question et que ça l'outille d'autres parents par la force des choses. Donc, ici, je vais continuer les questions. Quelle règle pour écran enfant 9 ans qui aime le YouTube? Est-ce qu'on met les écrans en récompense? OK, je vais. Quelle règle pour enfants de 9 ans qui aiment le YouTube? Et YouTube, faisons très attention parce qu'il y a du contenu qui est autant vraiment très le fun qu'il y a du contenu qui est vraiment inapproprié. Donc, d'abord, je sais qu'il y a une application de contrôle parental pour que ce soit du contenu pour les enfants qui sont définis là, pour les enfants. Puis, il y a une option aussi, quand c'est activé pour les enfants, c'est il n'y a pas de fil continu. La prochaine vidéo ne recommence pas automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment très addictif là, quand une autre, puis une autre, puis une autre qui repart tout seul. Donc, on ne veut pas que les enfants soient exposés à ça. On veut que YouTube soit fait en supervision des parents, surtout à 9 ans. Là. C'est très jeune pour être toute seule dans une pièce sur son téléphone en train de regarder YouTube. Puis, les règles, ça reste le même temps d'écran. Si c'est sur un cellulaire, le plus loin possible des yeux. Donc, de le mettre sur un support, hein, parce que la position comme ça, là, c'est vraiment pas bon pour le développement de la posture. Puis, donc, c'est pas bon pour notre corps. Donc, pour protéger la santé des yeux de nos enfants, nos ados, un bras de distance de l'appareil, puis idéalement, le caster sur la télévision si c'est possible. Au niveau de est-ce qu'on met les écrans en récompense? C'est une excellente question. Les écrans font partie de l'hygiène de vie, donc ils ne devraient pas faire partie des récompenses et des conséquences. Les seules conséquences qu'on va donner en lien avec les écrans sont celles qui sont reliées directement avec l'action qui a été posée. Par exemple, l'enfant a terminé son temps d'écran et il se cache pour utiliser plus de temps d'écran. Bien, il a volé 10-15 minutes de plus. Bien, demain, il y aura 15 minutes de moins. Donc, ça peut être une conséquence comme ça. L'enfant a enlevé le contrôle parental pour aller sur du contenu qui est pas permis à la maison. Mais après ça, ça peut être, bien, tu vas avoir le droit de l'utiliser seulement en la présence d'un parent à des moments où on est disponible. Mais ceci dit, les conséquences ne développent pas les habiletés pour avoir des meilleurs comportements. Donc, ça met en lumière le comportement qui est inadéquat, ça le souligne, il y a un malaise qui vient avec,
ce comportement-là vient avec une conséquence, c'est désagréable, donc ça devrait diminuer les chances qu'ils se reproduisent. Mais ceci dit, considérant que les écrans sont si addictifs, des fois, là, peu importe le nombre de conséquences qu'il va y avoir, l'envie d'aller sur les écrans est beaucoup plus grand que la peur de subir les conséquences. Puis, c'est même plus une question de la peur de subir les conséquences, c'est comme si ça fait même plus partie de l'équation. L'envie est tellement grande d'y aller que le corps va orienter naturellement les comportements vers la recherche et l'accès à ce comportement-là, indépendamment des conséquences qu'il va y avoir s'il pose l'action. Donc là, on est vraiment dans des cycles plus d'addiction, là, mais ça reste que ça peut s'installer assez rapidement, là. Donc, pas de récompense en matière d'écran. Puis surtout, les récompenses, pourquoi? Même si ça fonctionne, c'est la vraie vérité, ça fonctionne. Vous menacez d'enlever les écrans, vous promettez d'en donner plus, ça va leur donner la motivation de mieux se comporter ou de faire une tâche de plus. Ça va fonctionner momentanément. Mais après ça, comment on peut être cohérent dans l'hygiène de vie puis dire combien c'est bon ou que ça peut avoir des impacts sur le cerveau si on augmente le temps d'écran parce qu'il y a eu des bonnes actions qui ont été posées. Puis surtout, mettons qu'on dit, ben, si tu fais tous tes devoirs cette semaine à temps, tu as le droit à 1 heure de plus d'écran, là, je dis n'importe quoi, là, mais ça ne développera pas la motivation intrinsèque de bien faire ses travaux scolaires. Ça va être relié directement à je fais mes travaux si tu me donnes du temps d'écran. Pas de temps d'écran, pas de motivation à faire mes travaux scolaires. Donc, on veut que les motivations viennent de l'intérieur, donc qu'elles partent de soi. C'est comme ça qu'on bâtit vraiment les habitudes qui sont le plus saines que possible. Et quand la motivation est à l'extérieur, que c'est relié à une conséquence, à une récompense, ça ne développe pas les habiletés pour mieux composer avec les écrans et pour les gérer au quotidien. Donc, on ne donne pas idéalement de récompense en matière avec les écrans. OK, je continue ici. Merci pour la question. OK, OK. Comment savoir le temps passé à l'école et gérer le temps à la maison? OK, c'est une super bonne question. C'est 2 temps différents qu'on va calculer. OK, les écrans de travail, les écrans sur lesquels ils vont faire des apprentissages, ils vont faire, de la lecture, du traitement de texte, hem, création de documents PowerPoint, remplir des données, peu importe, là. Au primaire, à partir de la 3e année, c'est 2 à 3 heures maximum par jour d'écran de travail. Puis au secondaire, ça va être 3 à 4 heures maximum d'écran de travail. Donc, après ça, bien, généralement, il n'y aura pas tant d'écran de travail. Il n'y aura pas 4 heures de plus à faire à la maison en devoir, là. Donc, ça ne devrait pas tant augmenter ce temps-là. Puis, les conséquences sont vraiment, vraiment différentes là, pour du temps d'écran de travail. Ça n'a pas du tout les mêmes impacts. C'est vraiment relié à la sédentarité, en fait. On n'est pas fait, pour être assis devant un écran aussi longtemps. La luminosité de l'écran, et ça rend vraiment c'est difficile pour nos yeux. Le fait qu'on ne bouge pas. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de faire autre chose qui est bénéfique à notre bon fonctionnement. Donc, ça, c'est une chose des écrans de travail. À l'école, techniquement, il ne devrait plus y avoir d'écran de loisirs parce que là, les cellulaires ont été retirés du milieu scolaire. Donc, ils ne devraient pas cumuler du temps de loisirs à l'école, puis après ça, revenir à la maison, puis cumuler d'autres temps de loisirs. Donc, vivement cette loi-là qui a pensé, qui a été dure à avaler pour plusieurs, mais qui était vraiment nécessaire, puis basée sur les recommandations pour protéger le développement de l'enfant et de leur socialisation aussi, leur disponibilité aux apprentissages. C'était vraiment important de les retirer. Donc, il ne devrait plus y en avoir en milieu scolaire. Les récompenses d'écran en milieu scolaire ne devraient pas avoir. Dans toutes les formations que je donne, je martèle, quand on donne une récompense sur un écran, il y a un coût d'opportunité à ça. Le coût d'opportunité, c'est ce que tu sacrifies quand tu choisis de faire quelque chose. Donc, par exemple, de dire à un élève, tu as une récompense, tu peux rester à l'intérieur durant la récréation et jouer sur le Chromebook. Le coût d'opportunité, c'est tu sacrifies le besoin de s'oxygéner qui est nécessaire aux apprentissages, d'aller bouger, qui va lui permettre de s'oxygéner, de vider son stress, de libérer son énergie également. Ça sacrifie aussi sa socialisation, de passer du temps avec ses pairs, de développer ses habiletés sociales, s'amuser, donc prendre de l'air. Donc, c'est vraiment un coût d'opportunité qui est immense pour jouer 15-20 minutes sur un écran. Donc, ça n'a pas lieu en milieu scolaire. Ça n'a pas lieu de faire des journées récompenses, on apporte notre appareil, journée récompense, activité Chromebook. Ça n'a pas lieu de faire ça. On ne devrait pas non plus en classe dire quand tu as terminé, tu as le droit d'aller jouer sur des applications ludiques.
sur les appareils. Le coût d'opportunité, c'est ben, ne pas être en train peut-être d'aider d'autres enfants, ne pas être en train juste de t'ennuyer. Juste dire, ben, écoute, il y a des activités calmes à faire, soit que tu lis, soit que tu dessines, soit que, je ne sais pas, tu avances tes travaux personnels, je ne sais pas, là. C'est nécessaire d'avoir du temps où les enfants ne sont pas constamment stimulés. Donc, c'était quoi la question? Comment savoir le temps passé à l'école et celui géré à la maison? Donc, techniquement, on ne devrait pas avoir à calculer le temps à l'école. Donc, quand on vient à la maison, on calcule notre temps à la maison sur les écrans. Et si, par exemple, on se rend compte qu'à l'école, il y a des écrans de loisirs, bien, vous les référez à mes formations, mes conférences. Donc, ça fait partie des récompenses à avoir du temps de tablette au primaire. C'est vraiment contre-indiqué. Il y a plein de rapports qui ont été faits par la santé publique, notamment jeunes et écrans, protéger la santé, les effets cognitifs des écrans. Super exhaustif, super clair, les écrans de loisirs n'ont pas leur place en milieu scolaire. Ni dans les milieux de garde non plus. Là. CPE, garderie, là, ça n'a pas leur place du tout. Tellement de belles questions, Émilie. Merci sur Facebook. Elle dit, au secondaire, ils ont besoin de voir les réponses sur leur cellulaire pendant les devoirs. Ça impacte l'attention. Oh que oui! Oh my God! Là, vous devez aller lire l'article que j'ai publié dans mon 3-2-1 base cette semaine. 3-2-1 base, c'est mon infolette que j'envoie chaque mardi. Donc, à tous les mardis, j'envoie 3 ressources gratuites que j'ai produites, 2 réflexions de la semaine, puis une référence inspirante. Dans mes réflexions de semaine, pardon, il y en avait un qui disait telle tâche n'est pas une habileté à développer. Ce qu'on fait là, utiliser le cellulaire pendant qu'on fait des devoirs, c'est du multitâche. En plus, multitâche numérique. Le cerveau, là, il peut pas, on le fait, puis on appelle ça une charge mentale. Puis ça génère beaucoup de stress. Ça génère de la fatigue mentale aussi. Donc, le cerveau, il ne peut pas porter 100 son attention sur les devoirs et 100 son attention sur l'écran. Nécessairement, ça va diviser l'attention. OK? Donc, cette fragmentation de l'attention-là, elle diminue le niveau d'attention. Elle augmente le stress aussi parce que là, il y a de l'adaptation à faire. Chaque fois qu'on va se détourner de notre tâche pour aller faire autre chose, pas nécessairement juste aller sur nos écrans, là. Même vous, vous êtes en train de travailler, là, vous allez partir une brassée de linge, vous travaillez de la maison, vous revenez. Ça prend 20 minutes et 15 secondes à votre cerveau à revenir là où il était avant que l'attention soit fragmentée. Donc, il y a une adaptation. C'est pas juste que tu reviens à la tâche, tu repars, là. Il y a constamment de l'adaptation, puis ça, il y a une énorme perte énergétique qui se fait là-dedans. Donc, en plus, l'appareil, le cellulaire, qui est utilisé pour un écran de travail à ce moment-là, parce qu'il regarde des réponses dessus, je ne sais trop ce qu'il regarde, c'est aussi un écran de loisir. Puis le cerveau, là, il sait que là-dedans, il y a TikTok, Instagram, Snapchat, qu'il y a des textos d'amis, qu'il y a des notifications qui rentrent, qu'il y a YouTube disponible, qu'il y a Netflix qui est là. Donc, il sait que ça, c'est associé à beaucoup de dopamine. Donc, ne serait-ce que d'avoir un téléphone qui est là, puis ça, c'est une étude qui a été réalisée, là, en plus avec des étudiants de l'université. OK? Donc, on peut s'imaginer que c'est pire pour des jeunes qui ont un cerveau vulnérable et 80 développé. On a pris 2 cohortes à l'université. Une gang qui doit faire un test avec cellulaire sur la table, face contre terre et éteint. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils n'ont pas le droit de le rallumer, ils n'ont pas le droit de le toucher, mais le cellulaire est là, il est éteint et ils ne voient même pas le dessus du téléphone. Là. Ils ne voient pas la vitre. Et pour le deuxième groupe, aucun cellulaire dans la classe. C'est mis dans une boîte à l'extérieur, sécurisé, donc ils ne sont pas en train de stresser à savoir s'ils vont se faire voler leur téléphone. Là. Il est fermé, il est barré, il n'y a personne qui a accès, mais ça reste en dehors. Les résultats sont nettement supérieurs chez ceux qui n'avaient pas accès au téléphone. Donc, les études ont été super claires. Le simple fait de voir un appareil qui sert aussi à des écrans de loisirs fragmente notre attention. On n'est même pas obligé d'être en train de l'utiliser pour que ça fragmente notre attention, le simple fait qu'il soit là. Donc, c'est vraiment à éviter. Donc, c'est aussi ce que j'enseigne. J'ai une formation qui est des écrans en milieu scolaire, pas des écrans loisirs, mais aussi des écrans pédagogiques. Comment les utiliser efficacement et optimalement? Comment on peut utiliser, comment mixer le temps pédagogique? Oui, sur le téléphone, tu peux faire des choses qui peuvent même être très, très intéressantes. Là. Et puis, je ne pense pas qu'il faut bannir complètement les écrans. Je pense qu'il faut vraiment enseigner aux jeunes à les utiliser, mais il faut les utiliser efficacement en connaissant ce que ça fait sur le fonctionnement du cerveau. Donc, si j'ai quelque chose à faire faire à des étudiants, ce que je suggérerais là, aux enseignants, c'est faites l'activité sur le téléphone qui demande une interaction.
Ensuite, vous allez fermer le téléphone. Il va y avoir une période de transition, puisque le cerveau est en train de se réadapter. Puis, on va poursuivre la prochaine tâche qui ne demandera pas de porter son attention sur autre chose. Après ça, on prend une pause, on regarde une vidéo tout le monde ensemble. La vidéo, on le ferme, on referme l'appareil, petite transition, on poursuit un travail sur une feuille. OK? Donc, c'est une étape après l'autre, une tâche après l'autre. On ne peut pas être en train de faire de la recherche documentaire, écrire mon travail à la main, puis être en train de regarder des réponses sur mon cellulaire. Je veux dire, vraiment, on affecte la disponibilité aux apprentissages, puis on nuit au fonctionnement du cerveau des jeunes. Donc, ce n'est pas du tout recommandé, ça impacte effectivement l'attention. Donc, c'est pourquoi que durant les devoirs et les leçons, au mieux, des stratégies que je donne, puis que je vais donner la semaine prochaine, je donne une conférence le 27 novembre qui est spécifique pour les ados. Donc, si vous voulez que je parle à vos ados, là, je vais le faire le 27 novembre, c'est de 6h30 à 8, une conférence web. Vous pouvez être là en direct ou avoir accès à la rediffusion, puis je vais leur expliquer ce que ça fait, les écrans, puis comment avoir le max de fun, le moins d'impact. Il y a des stratégies très, très concrètes, notamment pour les devoirs, les leçons, pour la période de sommeil, pour entre amis, comment utiliser notre téléphone, puis à la maison, pour avoir une hygiène numérique. Mais ce que je vais leur dire en matière de devoirs, c'est enlève les appareils que tu n'as pas besoin de ta vue. S'il faut que tu travailles sur ton ordinateur, ne garde que ton ordinateur. C'est vrai, puis moi, la première, là, c'est plus facile, quand je suis en train de taper un rapport là, à l'ordi, c'est plus simple de faire mes recherches sur mon cell, compléter à l'écran. C'est plus rapide, en tout cas, mais c'est pas plus efficace. Parce qu'à chaque fois que je m'en vais sur mon cellulaire, là, ben, je vois mes notifications d'autres affaires, je vois les pop-ups de courriels là, qui augmentent. Donc, je vois, il y a plein d'autres distractions qui viennent attirer mon attention et qui me détournent de ma tâche initiale, qui est mon rapport. Donc, je ne l'utilise pas, mon cellulaire. Il est en mode ne pas déranger ou en mode avion. Des fois, je suis obligée de garder l'Internet dessus parce qu'on a comme des doubles vérifications. C'est fatigant, tu ouvres un logiciel, puis là, tu as toujours un deuxième pop-up qu'il faut qu'il soit validé sur ton cellulaire. Là. Ça gosse. Bref, juste mon ordinateur, juste les onglets dont tu as besoin qui sont ouverts. Le simple fait d'avoir plusieurs onglets ouverts fait qu'on navigue habituellement de la moyenne. Je ne vais pas me tromper, c'est Sonia Lupien, qui est directrice du Centre d'études sur le stress humain. Elle disait que la moyenne, c'est aux 1 minute, 15 secondes, quelque chose du genre, là, on clique sur les autres onglets, même si on n'en a pas besoin. C'est là, ça attire notre attention, la dopamine nous pousse à aller regarder s'il y aurait quelque chose qui se passerait qui serait plus stimulant là-dedans. Donc, on ferme les onglets qu'on n'a pas besoin. On utilise seulement ce qu'on a besoin pour faire nos travaux scolaires. Puis, nos écrans, on crée le plus de distance entre nous et les écrans pour t'aider à avoir moins envie d'aller dessus. Si tu fais juste le mettre face contre terre à côté de toi, là, les chances, c'est que tu vas le prendre, le téléphone. Puis en plus, dès que ta tâche va devenir un petit peu dure, longue, plate, compliquée, le malaise va vouloir être masqué. Puis, tu as, un outil à côté qui va instantanément couper ton malaise, puis te donner une sensation de plaisir. Donc, c'est pas une question de volonté, là. C'est vraiment, c'est une réaction chimique du cerveau. Donc, non seulement ce qui est le plus bénéfique, là, tu fermes toutes tes applications. Donc, c'est comme fermer des tiroirs, là. C'est comme, bon, en plus, ça va me créer une étape. Si je veux retourner dans l'application, puis je clique dessus, il y a déjà un délai. Donc, je ferme les applications, je ferme l'appareil complètement, je m'en vais le ranger dans une autre pièce. Idéalement, même dans mon sac à dos, dans une autre pièce. Donc, je crée énormément de distance. Aller dessus, là, tu as de la job à faire. Donc, plus il va y avoir d'espace, d'étapes, moins il va y avoir de dopamine qui va être libérée en prévision de la récompense qu'il va y avoir. Donc, ce qui nous pousse à aller utiliser nos appareils, ça devrait moins arriver. Donc, on va adapter l'environnement pour qu'il y ait le moins d'écran possible qui soit à la vue pour nous stimuler. Donc, voilà pour les écrans durant les devoirs et combien ça impacte l'attention. Je retourne sur Zoom. On va défiler. OK, j'ai une question. 4 enfants entre 10 et 15 ans. Très difficile de gérer le temps d'écran et ils se fâchent quand on leur demande de lâcher leur écran. Tout tourne autour de ça. Besoin de trucs pour gérer le tout. C'est sûr, c'est vrai que c'est difficile. Entre 10 et 15 ans. En plus, ils ont envie d'être dessus. Tous leurs amis sont là-dessus. Ils veulent socialiser, ils veulent aller voir ce qui se passe en ligne. C'est super le fun, les applications qu'ils utilisent. J'aurais envie de vous dire ça parce que, genre, tantôt, les conseils que j'ai donnés pour le dame avec son adolescente ou adolescent, je ne me rappelle plus, ça colle aussi pour vous, là. J'aurais envie de vous dire que le travail du parent, c'est pas de rendre son enfant content. C'est pas d'éviter qu'il se fâche. Même au contraire, la maison, là, c'est un terrain de jeu parfait
pour exposer nos enfants aux contraintes, aux frustrations, euh, aux, aux déceptions. Vraiment, c'est vraiment important parce que s'ils n'y sont pas exposés, ils ne pourront pas développer les habiletés nécessaires pour composer avec ces émotions-là. Puis Dieu sait que la vie va leur en faire vivre des émotions, là. La vie ne les épargnera pas. Puis euh, là, là, on ne se plaît pas non plus à leur faire vivre des émotions désagréables, là. Mais c'est que la vie se charge. Les contraintes qu'on met en place, les limites, les règles de la maison génèrent des émotions qui sont désagréables, qui sont négatives. Pas négatives comme tu n'as pas le droit de les vivre, juste c'est désagréable de ressentir ça. Puis quand ça arrive, puis que votre enfant, il est fâché, là, il est en maudit de vos règles fatigantes, puis que tu comprends rien, puis que tout le monde a le droit, sauf lui, parce que toi, tu es trop sévère, puis donne-y le droit d'être en maudit. Mets un cadre sur la façon qu'il te parle, il n'a pas le droit de te parler n'importe comment parce qu'il est en maudit, là. Mais autorise ton enfant à dire, je comprends que c'est frustrant, tu auras envie d'aller dessus. Tu sens, en plus, eux ont le droit à plus de temps. Est-ce que tu trouves ça injuste? Mais à la maison, c'est ça les règles. Puis on n'explique pas nos règles quand on vit les émotions. C'est pas quand il est dans sa colère que là, on fait, bien, c'est parce que c'est à cause du développement du cerveau, puis là, tu le sais, puis quand tu prends trop d'écran, après ça, tu es fâché, tu fais des crises, tu n'es pas capable de tenir à table pendant le souper. Donc, parce que là, on réagit nous aussi par notre colère, puis on expose toutes les raisons pour lesquelles il faut que les écrans gèrent. Donc, on est en train de déplacer sur eux. C'est comme dire, peux-tu, s'il te plaît, te gérer pour que moi, j'arrête de subir ça? C'est un peu ça qu'on dit dans cette détresse-là. Mais dans la finalité, c'est le parent qui a la responsabilité d'accueillir ce que l'enfant vit. Puis la bienveillance, c'est ça, c'est de mettre des limites claires et fermes. Ce n'est pas du laxisme, la bienveillance. C'est pas je te laisse faire n'importe quoi pour que tu vives ou que tu ne vives pas tes émotions, là. Non, c'est tellement plus dur d'être un parent bienveillant qu'un parent laxiste qui laisse faire n'importe quoi son enfant, là. Donc, c'est dire, je vais mettre des règles très claires. Je vais m'assurer que ces règles-là soient respectées, mais je comprends que tu vis des choses, puis je comprends que tu n'as pas la structure cérébrale non plus pour gérer, dealer avec ces émotions-là. Donc, je vais te soutenir. Indépendamment de ce que tu vis, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi, je ne te laisserai pas me parler n'importe comment, mais je vais te soutenir parce que tu en as besoin. Parce que ton cerveau a besoin que je m'occupe de toi pour, un, se réguler, puis deux, développer les habiletés nécessaires pour éventuellement être capable de le faire par toi-même. Donc, ce n'est pas le travail du parent de ne pas fâcher les enfants, puis à la limite, il faut que ça les fâche, les règles. Ils vont en vivre des contraintes. Puis plus on va accueillir qu'ils soient fâchés, moins ça va durer longtemps. La colère de l'enfant aussi. Puis ben, plus éventuellement ils vont adhérer aux règles. Puis ça ne veut pas dire adhérer aux règles, ça ne veut pas dire qu'ils vont être contents puis qu'ils ne rechigneront jamais. Mais ça peut être aussi quand l'enfant ferme l'appareil puis il est en maudit puis il dit ah, je suis allé là, puis tu veux tout le temps que je ferme, puis il ferme son jeu, puis il est fâché. Merci de le fermer, même si tu es fâché de même. Je comprends que tu es déçu, puis je te trouve bon de le fermer, mais tu es en colère comme ça, puis tu le fermes ton jeu quand je te l'ai demandé. Je te remercie. Je comprends que tu es en colère, mais il y a des règles, c'est pour ça, mais je suis là pour t'aider. Puis tu as le droit de m'en vouloir, l'importance de faire vivre des émotions aux enfants. Merci pour la question. Une autre question maintenant de Julie. Est-ce que les films et séries font partie des écrans de loisirs? Ah, j'aime ça, cette question-là. Puis merci de la poser parce que je vais faire des nuances, sinon on panique. On est comme là, dès qu'on écoute un film en famille, c'est fini, on a tapé le temps d'écran, là. Les films et les séries, ce n'est pas autant dopaminergique que les applications comme TikTok, YouTube, Instagram ou les jeux vidéo. OK? Ça n'active pas le système de récompense de la même façon. Tu sais, quand je disais c'est à combien ça peut s'élever de dopamine, la vitesse à laquelle ça s'élève, puis la façon, le plus de fois qu'il y a la dopamine qui est libérée, là, la vitesse à laquelle c'est libéré aussi, c'est vraiment faible. Donc, l'idée, durant les films et les séries, c'est un appareil à la fois. Tu n'es pas en train de regarder une série puis en même temps en train de jouer sur ton cellulaire. C'est un seul appareil à la fois parce qu'on ne veut pas développer l'habituation à un très haut niveau de stimulation. Si j'écoute une série puis qu'en plus, je me stimule sur mon cellulaire, il y a beaucoup de boucles de récompense là, qui se fait activer.
Puis dans la vie de tous les jours, là, il n'y aura pas tout le temps quelqu'un pour l'entertainer à chaque fois qu'il s'ennuie ou que la tâche devient un petit peu longue ou moins stimulante. Donc, il faut arrêter de constamment stimuler nos jeunes puis d'avoir plusieurs sources de stimulation à la fois parce que ça leur nuit vraiment dans leur fonctionnement sur les bancs d'école et éventuellement sur le marché du travail. Donc, les films et les séries, surtout lorsqu'ils sont écoutés en famille ou entre amis, n'utilisent pas les mêmes processus dopaminergiques là, que je vous parle, même que ça a des bienfaits. Donc, ça peut avoir des bienfaits. D'abord, ça peut créer un moment de qualité, ça crée de la discussion. Donc, le renforcement, il n'est pas juste lié à l'appareil en soi, mais c'est le contexte dans lequel c'est fait. Donc, ceci dit, il ne faut pas que nos moments de qualité avec notre enfant tournent uniquement autour des écrans. L'enfant, l'adolescent a besoin de passer à tous les jours un temps de qualité avec ses parents en dehors des écrans. Donc, mais ceci dit, aujourd'hui, quand je donnais la formation, je donnais la formation sur mon approche base là, à Mont-Laurier. Puis, quelqu'un m'a demandé est-ce que justement les films, les séries, c'est dommageable, tu sais. Puis, ça peut avoir vraiment un avantage stat anti-gagne. N'importe ce que vous écoutez là, comme série, là. Mais quand vous êtes en train d'écouter votre série, c'est pas pour rien que ça vous fait du bien. Ça arrête votre hamster de tourner. Puis ce qu'il y a, c'est que toute la journée, on a les idées qui tournent en boucle, qui tournent en boucle, qui tournent en boucle. Puis si vous vivez de l'anxiété, puis là, vous avez des idées anxiogènes qui tournent en boucle dans votre tête, là, ce qui va se passer demain au travail ou le rapport que j'ai pas fini ou les tâches qui sont à terminer, qui s'accumulent tout le temps. Quand on s'imagine en boucle les menaces constamment, le corps réagit comme si on était toujours entouré de menaces. Donc, il active la boucle de stress, là. Il active vraiment une réaction de stress dans le corps. Puis quand on écoute notre petite série, là, ce qui se passe, c'est que notre attention est ailleurs. Donc, elle n'est pas focusée sur notre objet de stress, d'anxiété. Là. Ça donne un break à notre cerveau, puis ça peut relâcher le stress. Donc, c'est vrai que ça fait du bien les écrans. Ceci dit, ça ne doit pas être notre seule source d'apaisement. Donc, on doit avoir d'autres stratégies au quotidien. Si tu es obligé d'écouter 6 épisodes de suite pour te donner un break, questionne-toi, là. Est-ce que j'ai d'autres stratégies au quotidien pour composer avec mon stress, avec mon anxiété? Puis surtout, c'est une chose d'avoir des stratégies échappatoires. Ça fait du bien de temps en temps pareil. On va avoir des stratégies pour réguler notre stress, diminuer la réponse de stress, faire des techniques de respiration, d'aller bouger. Donc, c'est des actions concrètes qu'on pose pour freiner la réponse de stress. Mais si vous ne l'adressez pas, le problème, hein, votre dossier qui n'arrête pas de s'accumuler, quelqu'un à job qui vous tape ses nerfs parce que là, vous devriez avoir une conversation avec, mais ça ne se passe pas. Un problème que vous avez à faire, des stratégies de gestion du stress pour couper votre réponse de stress. Donc, il va falloir aller adresser cette source-là. Si je reviens au film et séries, c'est pas du tout problématique comme les autres écrans. Donc, vous pouvez écouter vos séries tranquilles, puis c'est correct là, de se faire des moments d'écran en famille ou que les ados ils passent du temps puis ils se font une petite soirée cinéma puis ils s'écoutent 2, 3 films. Pas grave, il y a eu le contexte aussi qui crée que ce qui renforce, c'est ce qu'on parle, ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est tout ça là, qui est le fun pour eux. Là. Donc, voilà, donc on peut se calmer sur. On n'a pas à avoir peur là, d'écouter des films et des séries. Donc, j'espère que ça répond à cette question. Donc, je vais prendre encore 2 questions. Je vais aller sur Facebook. Le temps va vite, hein? Le temps va vite. Là, j'essaie d'en donner le plus que je peux en 1 heure. OK, je vais vérifier. Émilie Michaud qui dit ah oui, une formation pour les ados, merci. Donc, c'est disponible soit si vous allez dans mes événements Facebook, vous allez voir l'accès à cette conférence-là. Sinon, sur mon site web, pasapa.ca, dans la boutique, la billetterie. C'est là. Hum, oh, mon Dieu. Al-Arabia, c'est tellement fréquent ce que tu dis. Sous prétexte d'apprentissage, mon ado utilise trop le chat GPT pour comprendre ses leçons. S'il vous plaît, quels sont les avantages et désavantages de cette application? Il faut que je fasse un live complet sur ChatGPT. Je vais le faire, je vais le placer à mon horaire. Là. Il faut vraiment faire un live complet là-dessus. Mais rapidement, ce que je vais répondre à ça, ChatGPT doit être utilisé comme un outil qui vous permet de réaliser une tâche
mais qui ne brime pas la façon dont on apprend à faire la tâche. Donc, mettons que je dis à justement à ChatGPT de me faire une infographie, mais c'est une chose, si tu n'as pas besoin d'apprendre à faire des infographies, c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, si tu n'es pas un infographe d'amphi, que tu fais un PowerPoint pour une présentation que tu fais au travail, fais les faire par ChatGPT, on s'en fout, là. Mais si ton travail, c'est de faire des infographies ou que le jeune apprend à l'école à concevoir des infographies, bien, s'il fait faire la job par quelqu'un d'autre, ChatGPT, imagine, c'est juste quelqu'un d'autre, là. Mais c'est pas quelqu'un, c'est un robot. Puis en plus, ce qu'il dit n'est pas toujours validé, hein? Faisons attention. Euh, mais il ne pourra pas développer les habiletés pour faire une tâche. Donc, dernièrement, j'entendais un enseignant qui disait c'est correct d'utiliser ChatGPT pour aider à peaufiner un texte, l'améliorer, lui donner mettons, écris-moi ça au style de Shakespeare, écris-moi ça avec le style de telle personne. Puis, il trouvait que c'était correct de l'utiliser de cette façon-là parce qu'au final, ben, c'est quand même le jeune qui avait commencé le texte. Mais d'abord, c'est pareil comme si tu écris ton texte, tu le donnes à quelqu'un d'autre, puis tu dis, ben, redonne-moi-le quand il est fait, puis c'est ça que tu fais corriger, ben, tu vas dire, ben non, ça n'a pas d'allure, c'est pas toi qui as fait ça. Tu sais pas faire ça. Donc, ça ne devrait pas être autorisé dans ce contexte-là. Mais je sais que les jeunes l'utilisent comme ça, pas juste les jeunes d'ailleurs, les adultes aussi. Mais il faut faire extrêmement attention dans l'usage de l'intelligence artificielle pour ne pas que ça remplace et que ça empêche le développement des habiletés. Donc, ça doit être utilisé comme un outil qui va permettre de faciliter de faire une tâche. Ça, ça peut être utile pour un paquet, tu sais, tu fais classer de l'information, tu peux l'utiliser, ChatGPT, c'est pas grave. Mais il ne faut pas que ça remplace euh, tout le travail, le processus cognitif qui mène à être capable de réaliser une tâche. Si on utilise constamment ChatGPT, ben c'est comme le faire faire constamment par quelqu'un d'autre. Donc, ça va avoir beaucoup d'impact. Mais on se refera un live sur ChatGPT. Donc, les séries pour enfants sur Netflix, style Coco Melon, ça doit être plus dommageable que les vraies séries télévision. Je ne sais pas c'est quoi Coco Melon, mais je vais aller comme ça. Je vais juste répondre ce qui me vient, Molly. Merci pour ta question. Euh, les émissions pour enfants sur les plateformes de streaming sont de plus en plus stimulantes parce qu'ils ont de plus en plus d'images par seconde. L'idée, c'est que ben, c'est plus stimulant. Ça renforce plus le système dopaminergique. Les émissions sont plus courtes, plus rapides, avec plus de stimulation sonore, visuelle, pour capter l'attention des enfants. Donc, plus ils vont être exposés à ce style d'émission-là, plus ça pourrait avoir d'impact effectivement sur le système dopaminergique et éventuellement modifier la façon, le rapport au plaisir et à la motivation dans l'ensemble de la vie, pas juste sur les écrans. Mais si on prend des écrans, des émissions comme juste les petits bonhommes le matin, là, on dirait que les petits bonhommes le matin, euh, ça prend 9 minutes de petits bonhommes le matin pour interférer avec une journée d'école, à la journée d'école, l'attention et la concentration. Puis on sait que les enfants qui écoutent ces petits bonhommes-là le matin, 9 minutes, vont bouger 2 à 3 fois plus sur les bancs d'école que ceux qui n'ont pas écouté les petits bonhommes le matin. Puis les émissions, aussi stimulantes que avant Papatrouille, Bob l'éponge, c'est extrêmement stimulant. Ça prenait que 4 minutes. Parce que l'idée, c'est que la journée commence en plus, puis là, oups, tu piques ça de dopamine dans un cerveau qui est très, très vulnérable et immature. Donc après, le cerveau, il recherche cette stimulation-là. Puis, s'il n'a pas cette stimulation-là, il va avoir des comportements orientés vers la recherche de plaisir pour s'auto-stimuler. Donc, on va avoir des enfants qui ont de la difficulté de concentrer, qui vont regarder dehors, qui vont parler aux voisins, qui vont défaire le gomme à effacer, et qui vont demander à aller boire de l'eau, à aller à la salle de bain. Donc, ils vont gribouiller sa feuille. Donc, ils vont faire autre chose que ce qui est demandé, puisqu'ils vont chercher à se stimuler davantage. Et on sait que puis là, je bifurque sur un autre sujet, là, mais les enfants avec, bien, pas juste enfants, adultes aussi, le TDAH est un facteur de risque en lien avec les écrans au sens où les chances sont plus grandes, les probabilités sont plus grandes de développer des problématiques avec les écrans parce que, j'essaie de faire ça très simple, là, avec le TDAH, dans une partie du cerveau, le noyau accumbien, c'est là que l'espace, mettons, que se crée le plaisir et la motivation, là. C'est là que la dopamine, elle est libérée en lien avec le plaisir et la motivation entre les connexions neuronales. Et c'est là que sont libérées la dopamine. Imagine là, des petits électrons libres, là, des petites boules qui flottent là, de dopamine. Puis,
c'est pour les personnes qui ont un TDAH, c'est la dopamine, elle est récupérée plus rapidement. Donc, elle est redirigée ailleurs plus rapidement. Donc, ils vont être stimulés vite, attirés vers la nouveauté, mais ça va vite passer. Donc, ils vont avoir besoin de plus de stimulation et de répéter plus fréquemment pour avoir la même sensation de plaisir et de motivation. Donc, ça augmente les risques de comportement compulsif sur les écrans parce que ça permet de libérer en continu la dopamine. Donc, faisons attention, gardons-le en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écran. Il faut qu'ils apprennent à composer avec les écrans, mais c'est un facteur de risque et ça se peut que pour les enfants, puis ça, je le vois en clinique tout le temps, là, les enfants qui ont un TDAH et les adolescents ont plus d'impulsivité, donc plus de difficultés mais peuvent avoir plus d'impulsivité, donc peuvent avoir plus de difficultés à réguler leur comportement sur les écrans. Donc, voilà pour le temps d'écran, le style d'émission et ma petite brève sur le TDAH. Donc, une question de ado qui a besoin d'écran pour faire les devoirs, mais se laisse distraire par YouTube. Magasinage en ligne, autre. Elle demande qu'on fasse la police qui rend ça difficile car elle dit qu'elle a besoin de ses écrans. Mais j'ai déjà répondu tantôt à une question semblable. Je trouve ça tellement beau qu'elle le reconnaisse, qu'elle dit elle demande qu'on fasse la police. C'est plus fort que toi. Probablement que durant les devoirs et les leçons, elle vit une certaine forme de malaise, de l'anxiété, du stress, de l'inconfort, de l'ennui, peu importe. Et le cerveau, il a très bien fait l'association entre, pour t'aider à supporter ça, va sur les écrans. Donc, bravo à votre jeune de nommer qu'elle a besoin de soutien. Et elle pourrait venir à la conférence sur les écrans. Donc, on pourrait lui partager des stratégies là, et pour les écrans, mais pour ses routines de dodo aussi qui pourraient d'après moi, là, si elle a de la difficulté de devoir le son à la routine de dodo, quand tout s'arrête, qu'on a moins de choses à faire, les pensées s'activent. Donc, c'est là que ça devient difficile de parler sur nos écrans parce que toute la journée, j'ai fait un paquet d'affaires pour penser à ce que je pense en ce moment. Là, je fais quoi avec mes écrans tout seul dans mon lit, avec mes pensées, pardon, tout seul dans mon lit. Donc, c'est tentant d'aller sur les écrans puis de prolonger le temps d'écran. Puis, on sait d'ailleurs que les ados retardent en moyenne de 30 à 120 minutes leur moment d'aller au lit parce qu'ils sont sur les écrans dans leur lit. Donc, ils repoussent de 30 à 120 minutes, c'est beaucoup là, sur une nuit de sommeil. Donc, voilà, donc ça peut l'aider, elle pourrait participer à la conférence. Euh, Avez-vous des trucs ou un ado de 13 ans qui n'arrive pas à se limiter par lui-même dans son temps d'écran malgré les consignes mises en place? Nous sommes épuisés de jouer à la police et de donner des conséquences. Donc, je vais supposer que vous étiez là tantôt quand je répondais aux deux mamans qui avaient des questions très semblables. Ça, je vais essayer de voir si c'est des questions un peu différentes. Chad, hey, salut Chad, puis merci pour tous tes beaux commentaires que tu m'écris. C'est honnêtement très apprécié. Mais merci beaucoup pour ton soutien. C'est super pertinent encore une fois. C'est fascinant d'en apprendre sur tout ce qui est relié à la dopamine. Merci. Je vais faire une petite dernière question sur Zoom. On en refera un autre Q&A sur les écrans. Je commence à avoir faim, j'ai pas soupé encore. J'ai fini ma formation, il était 16 heures. Le temps que je revienne à l'hôtel, que je fasse mon check-in, que je prépare le Q&A de ce soir. Puis là, je suis en train de développer un guide. Dites-moi si ça pourrait être intéressant, là. Je suis en train de développer tout un guide sur comment soutenir un parent d'enfants qui jouent aux jeux vidéo. Donc, c'est quoi le type de jeu qui est recommandé? Pourquoi? Quels sont les avantages? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages aux jeux vidéo quand ils sont bien utilisés, là. Donc, c'est quoi les avantages? C'est quoi les types de jeux qui existent, là, qui sont sur le marché, qui sont favorables? Ceux qui ne sont pas favorables et pourquoi? J'ai mis aussi des stratégies pour le parent gamer. Si toi, tu es un parent qui game, mais c'est quoi les, euh, les comportements adoptés à la maison pour faire en sorte que on protège le développement de ton enfant, mais que oui, c'est une activité qui est là dans la maison, donc tu le fais pour toi, tu le fais avec ton enfant. Donc, comment on s'assure que cette activité-là qui a lieu dans votre maison, qu'elle protège le développement de votre enfant. Donc, j'ai mis des stratégies spécifiquement pour les familles de gamers.
Puis je mets des recommandations en matière de temps, de type d'écran, des ressources si on a besoin d'aide. Donc, je suis en train de développer ce guide-là. Je me dis, il y a tellement de parents là, qui s'y connaissent rien en jeux vidéo, puis qui sont comme, mais on veut bien te laisser jouer, puis il y a des bienfaits à ça, là. Mais à un moment donné, c'est comment on choisit. Est-ce qu'il faut jouer au jeu pour le tester avant? Puis moi, si tu me demandes de faire ça, là, ça ne me tente pas du tout de jouer à un jeu vidéo. J'aime vraiment pas tout ce qui est jeu vidéo. Donc, je suis en train de développer un guide pour ça. Donc, on dirait, j'espère que ça pourrait être aidant. Donc, il n'est pas fini, là, mais c'est sur ça que j'ai travaillé tantôt. J'ai eu une petite bulle de faire une bribe au cas où j'ai une question sur les jeux vidéo. Puis finalement, j'ai fait un document ça va être un guide, là, il est comme rendu à 12 pages de stratégies concrètes. Pourquoi? J'essaie de rendre ça clair et le fun, là. Donc, j'espère que ça pourra vous soutenir. Je l'annoncerai quand ce sera disponible. Donc, on me dit oui, très bonne idée ce guide. OK. Euh, OK. Ma dernière question, ça vient de Joanie sur Zoom. Comme les enfants de nos jours ne se parlent plus par ligne téléphonique, donc ça ne s'appelle plus, mais maintenant pas mal plus par chat, Snapchat, texto. Est-ce que c'est considéré comme du temps d'écran aussi? Merci tellement pour ta question. Je finis de la lire. Ou c'est plus conversationnel, donc OK. Difficile à gérer indépendamment de quand ils regardent des vidéos, surtout quand on veut maintenir le lien avec des amis. Tellement important, j'ai oublié de nommer tantôt, tout ce qui est clavardage, donc appelle-le comme tu veux, clavarder, texto, chatter, c'est des écrans de loisirs parce que ça ne reproduit pas les mécanismes normaux hors ligne, là, ceux pour lesquels on a été construit et programmé depuis des milliers d'années. Ça ne reproduit pas ces mécanismes de communication-là hors ligne. C'est très dopaminergique, les conversations par texto, ne serait-ce que le petit ding quand ça rentre, de voir les trois petits points qui s'activent. En plus d'être dopaminergique, ben, c'est anxiogène parce que là, il y a les trois petits points, après, la personne arrête d'écrire, tu n'as pas de message qui rentre. Donc, même si ton parent dit viens souper, tu es comme pourquoi il ne répond pas? Pourquoi tout à coup il ne me répond pas? Donc là, c'est stressant. Là, le message, il y a un emoji, puis un petit ding, puis là, quelqu'un d'autre écran en même temps. Donc, c'est très dopaminergique. C'est puis, effectivement, que les gens ne se parlent plus. J'ai même déjà une jeune qui me dit, moi, là, s'il faut que je commande la nourriture, les gens avaient 20 ans, là. Elle dit, si je commande la nourriture, si mon menu est pas, mettons le resto, j'ai envie de manger n'importe quoi, là, je veux manger des sushis, mais qu'il n'y a pas de commande en ligne, il faut que j'appelle au resto, ben ce soir-là, je mangerai de la pizza. Je vais commander en ligne, je ne parlerai pas avec quelqu'un. Donc, le problème de ça, c'est que plus on va permettre aux jeunes de communiquer que par texto, que par écrit, plus on va leur permettre d'éviter l'anxiété normale qui vient avec le fait de communiquer hors ligne. Donc, les mécanismes normaux de la communication, ça génère plus d'anxiété que de la dopamine. Il faut que tu t'ajustes à l'autre, que tu comprennes les non-dits, que tu apprennes à lire le langage verbal, non-verbal, que tu t'ajustes en direct. Tu n'as pas de délai. Là. C'est comme, c'est pas attends 2 secondes, fille, je vais penser à ma réponse. OK, je te réponds ça. On n'a pas ces mécanismes-là dans la vie. Là. Donc, si on ne prend pas du temps pour le faire, ces habiletés-là ne se développeront pas. Et il y a un rapport qui est sorti en 2024, qui a été finalisé en 2023, qui est l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, qui a été publié par l'Institut national de la santé publique. Tellement un beau, pas tant beau comme les données, là, mais c'est complet comme rapport, puis l'échantillon il est énorme. Puis au niveau des habiletés sociales, là, il y a tout un volet sur ça. Il y a vraiment des lacunes importantes chez nos jeunes. Mais tu parles de coût d'opportunité, là, tantôt, de dire quand je fais une action, je sacrifie une autre. Si on autorise à ce que nos jeunes se parlent qu'en ligne, bien, ce qu'on sacrifie, c'est le temps passé hors ligne à parler et à développer nos habiletés sociales. Donc, ce qu'on peut faire avec un enfant à la maison qui veut communiquer avec ses amis, c'est de dire, par exemple, bien, si tu as dépassé ton temps d'écran ou à partir de 19 heures, je dis n'importe quoi, là, à partir de 19 heures, tu ne peux plus texter, clavarder, ça, mais tu peux appeler. Donc, si tu veux appeler ton ami, tu peux, mais tu ne peux pas texter, chatter à partir de 19 heures. Donc, après ça, ben, le jeune décidera s'il veut être en communication avec ses amis ou pas. Mais pas besoin de calculer s'ils sont en FaceTime. Donc, le FaceTime ou le téléphone, ça traduit notre âge. Faire ça comme ça. Moi, j'ai fait ça comme ça. Puis un jeune qui me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, un combiné de téléphone. C'est comme ça qu'on tient un téléphone. Mais moi, c'était comme ça. Puis j'ai même connu le ça. Là, tu fais 6, 2. J'ai-tu fait 2 fois 2? Je recommence. J'ai connu ces téléphones. Donc, c'est de créer des moments où les jeunes vont pouvoir
s'appeler, se parler. Donc, qu'ils s'appellent ou qu'ils fassent un FaceTime, donc qu'ils se voient. Ça reproduit les mêmes mécanismes de la communication hors ligne. Donc, pas besoin de compter ce temps-là. Mais tout ce qui est texto-clavardage, on va le rentrer dans le temps d'écran de loisir. Donc, c'est ce qui conclut notre webinaire de ce soir. Il y a plein de questions encore auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Je vais vous redonner un autre rendez-vous pour le Q&A en ligne. Donc, si vous ne connaissez pas, j'ai mon programme base qui est toujours disponible, qui est là. Ça n'empêche pas qu'on fait des webinaires comme ça ensemble, parce que je veux vous soutenir, que vous soyez ou pas dans mon programme base. Je veux vous accompagner, je veux donner de l'information pour faire de la prévention sur la santé globale, pas juste en matière d'écran. Mais mon programme base, en fait, l'approche base, c'est souvent ce qui qualifie ce que je fais comme travail. C'est 5 piliers pour moi qui sont indispensables au bien-être et au fonctionnement des jeunes, qui est B, bien-être de l'adulte. Donc, c'est vous. Plus on va prendre soin de vous, plus ça va être évident de prendre soin de votre enfant. C'est tellement dur d'être un parent. Je suis une maman moi-même, puis j'aime tellement mon rôle de mère, mais mon Dieu que c'est exigeant. Puis avec les connaissances que j'ai, c'est extrêmement exigeant pareil être un parent. Donc, bien-être de l'adulte, c'est un pilier qui est indispensable. Le deuxième, c'est activité physique. On a besoin de bouger, nos jeunes sont beaucoup trop sédentaires et ça a des impacts directs sur leur fonctionnement, leur attention, leur concentration, leur niveau de stress, leur capacité à réguler leurs émotions. Donc, le A, c'est pour activité physique. S pour stress et capacité d'adaptation. Développer des techniques pour diminuer la réponse de stress, c'est une chose, mais il faut développer des habiletés d'adaptation. E pour écran de loisirs, ce qu'on est en train de faire ce soir. Puis le dernier S pour sommeil, qui est le socle de la santé physique et mentale. Donc, c'est vraiment, vraiment important de ne pas manquer de sommeil et d'avoir des routines de sommeil aussi qui favorisent une, une bonne nuit de dodo, là, qui permet beaucoup de sommeil profond, du sommeil lent profond, puis des phases de rêve, parce qu'à chaque partie là, de chacun de ces parties de ce train de dodo-là, des bienfaits incroyables. Puis, mais il faut dormir, il faut bien dormir pour ça. Juste dormir, ça ne suffit pas. On est plein d'entre nous. Hein. Je dors, mais je ne me repose pas. Parce que la qualité du sommeil, elle n'est pas efficace. Donc, le programme base, il est toujours disponible. Vous pouvez le rejoindre n'importe quand. Via mon site web, pasapa.ca, vous allez dans l'onglet base, vous allez le trouver. Donc, c'est une formation approfondie sur chacun des piliers. Donc, pour chacun des piliers, vous avez 2 à 3 heures de formation. C'est découpé en petites capsules de 10 à 15 minutes pour faciliter le visionnement. Il y a des capsules que vous pouvez écouter là, avec vos jeunes. Je ne suggère pas que le jeune écoute tout ça. Là. Je ne parle pas à eux, je parle aux parents dedans. Donc, ça peut être moins intéressant pour eux. Quoique j'ai plusieurs parents qui m'ont écrit et qui m'ont dit on a écouté une bonne partie ensemble, puis ça a vraiment ouvert la discussion, puis ça nous a permis de mettre des choses en place. Donc, le programme, il est là. Vous pouvez vous abonner. Mais aussi, vous pouvez abonner vos écoles. Les écoles, les centres de services scolaires abonnent les parents. Donc, quand ça abonne l'école, ça abonne non seulement tous les parents de l'école, mais tous les membres du personnel. Donc, ça permet d'offrir de la formation continue aussi à cette équipe école-là ou l'équipe de travail aussi. J'ai des gens de CLSC, CLSC, on dit plus ça, Réseau de la santé, à la DPJ aussi qui sont abonnés, à la santé publique. Donc, ça peut être un programme de formation aussi, utilisé en formation continue avec des heures accréditées ou comme parents là, qui vont en bénéficier. Mais au niveau des coûts, c'est vraiment moins cher pour une école d'abonner l'ensemble de son monde qu'individuellement. Mais ça reste qu'individuellement, avec les taxes et frais et tout, ça revient à 149 $. Je vous dis, c'est le prix d'une séance de consultation. Donc, pour 12 heures de formation. Puis je l'ai mis en formation parce que c'est ce que je dis à tout le monde. Puis si tout le monde savait ça, il y en a bien moins qui finiraient en consultation, d'abord. Il y en a beaucoup plus qui seraient autonomes sur leur santé physique et mentale, qui pourraient prendre soin de leur santé aussi. Puis, c'est que ça donne des repères concrets pour dire, mais ces repères-là, après, sont bons pour toute la vie. C'est les mêmes pour vous, pour votre enfant, pour votre ado. Je veux dire, après ça, c'est quand on donne au cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner. Là, ce soir, on parlait d'écran. Comment les écrans, ça peut être bénéfique, mais ça peut vraiment affecter l'attention, la concentration. Ça peut affecter le niveau de stress. Vraiment, ça nuit à la routine de sommeil parce que des écrans avant d'aller au lit, ça diminue considérablement le temps qu'on passe en sommeil profond. Puis, dans le sommeil profond, c'est là qu'on répare les tissus, qu'on renforce le système immunitaire et surtout qu'on consolide la mémoire. Donc, c'est là que la mémoire court terme est consolidée vers la mémoire long terme. Donc, c'est important que ça se passe, cette phase-là de sommeil profond, pour être disponible aux apprentissages. Donc, les écrans affectent énormément la qualité de sommeil profond lorsqu'ils sont utilisés en fin de soirée. Donc, chacun de ces piliers-là, lorsqu'on les investit, on donne au cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner. Puis quand on donne au cerveau ce dont il a
besoin, ben, il y a pas mal moins de problèmes de fonctionner après. Mais comment c'est que les gens ont plus de diagnostics qu'ils n'en ont jamais eu. Même les adultes sont plus souffrants qu'ils n'ont jamais été. Puis, ils mettent plusieurs stratégies en place, plusieurs interventions qui sont bonnes. C'est ça que c'est la stratégie, elle est bonne, mais elle ne fonctionne pas. Puis, très souvent, elle ne fonctionne pas parce que les conditions ne sont pas en place. Le cerveau, il n'a pas ce dont il a besoin pour fonctionner optimalement. Autant le bien-être, l'équilibre, la santé mentale, que le fonctionnement cognitif. Donc, attention, concentration, mémorisation, capacité à résoudre des problèmes, capacité à prendre des bonnes décisions, capacité à gérer l'impulsivité, à utiliser ses stratégies. Ça prend un cerveau qu'on entretient. De la même façon qu'on entretient une voiture, faut l'entretenir, il faut mettre de l'essence dedans pour qu'elle avance. Bien, c'est la même chose avec notre corps. Il faut recharger la batterie, puis il faut prendre soin de notre machine, qui est notre corps, notre cerveau, pour qu'il soit capable de faire ce qu'on lui demande de faire au quotidien. Donc, le programme base, bien, c'est ça. Alors, à tout moment, vous pouvez le rejoindre. Puis, les écoles, les centres de services scolaires, les équipes de travail peuvent s'y abonner. Toute l'info est sur mon site Web. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre. Si vous avez une chose à vous abonner, allez sur mon site Web, pasapa.ca, puis allez vous abonner à l'infolettre 321 base. Donc, à chaque semaine, comme je l'ai dit, j'envoie 3 ressources gratuites. Donc, toutes les rediffusions, je les envoie par là. La semaine passée, j'ai fait une conférence sur les écrans, sur l'opposition. Vous pouvez la réécouter. Je donne le lien là. Je partage 2 réflexions de la semaine. C'est des stratégies concrètes. Donc, cette semaine, je disais, c'était sur le multitâche, qui n'était pas une habileté à développer. J'explique pourquoi. Puis, l'autre texte, c'est quand essayer d'aller bien fait en sorte que tu vas moins bien. Il y a tellement de monde qui mettent plein de choses en place pour aller bien, mais ça ne fonctionne pas, ça ne dure pas dans le temps, ou juste ils mettent énormément d'efforts, puis ça ne se passe pas. Donc, j'explique ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'on fait en clinique, comment moi je travaille en clinique avec ces personnes qui ont tellement des bonnes intentions, mais que ça ne se passe pas. Donc, c'est le genre de choses que vous allez retrouver dans mon infolettre. Alors, c'est pasapa.ca. Vous pouvez vous abonner, puis c'est tous les mardis à 5 heures du matin que vous recevez cette infolette-là. Puis, on m'a demandé ça aujourd'hui, mais tout ce que je vous partage dans l'infolette, vous pouvez le partager. Vous n'avez pas besoin de m'écrire pour savoir est-ce que je peux utiliser ton outil, est-ce que je peux l'imprimer, est-ce que je peux le donner à ma collègue, est-ce que je peux l'envoyer à toute l'école. Tu peux faire tout ça. Si je te l'ai envoyé par courriel, tu peux l'utiliser. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est modifier mon outil puis mettre ton nom dessus. Donc, le respect de mes droits d'auteur, c'est tout ce que je vous demande. Donc, vous pouvez les partager, les diffuser. Il n'y a vraiment pas de problème. Je ne les fais pas, ces outils-là, pour dormir tout seul avec. OK? Je les fais pour vous. Alors, diffusez-les, ça me fait plus que plaisir de savoir que ça peut vous aider. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire Q&A. Je vais mettre ça à l'horaire. Puis sinon, ben, vos ados, je les attends le 27 novembre à 18h30 pour la conférence aux ados, pour ceux qui veulent s'inscrire. Puis je donne une conférence aussi pour les parents, un autre sujet, mais je vous le dis au cas où ça pourrait vous intéresser. Le 25 novembre, je vais donner une conférence web pour les parents. C'est de 19h à 21h sur opposition, impulsivité et crise chez les enfants. Donc, si vous voulez me rejoindre là, c'est sur mon site web dans la section billetterie. Donc, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt.